autre conseil, cette fois communautaire et du côté de la Casque, il y avait un point important concernant le projet Holosolis. Guillaume, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, ça y est, c'est officiel. Le compromis de vente des terrains à la société Holosolis a été signé. L'entreprise s'est engagée à acquérir quelques 50 hectares de terrain pour construire sa gigafactory de fabrication de cellules et de modules de panneaux photovoltaïques. C'est une nouvelle étape qui intervient après le dépôt par l'entreprise du permis de construire et de sa demande d'autorisation environnementale. Alors comment sont découpés les terrains et quel est le prix de vente ? Alors en fait, il y a 3 parties. La partie la plus grande, de 344 000 m², était initialement prévue pour Rex Solar et elle accueillera les 2 bâtiments de production pour la fabrication des cellules et pour celle des modules de panneaux photovoltaïques. Une seconde section de plus de 150 000 m² qui comprendra le parking, une coulée verte transversante et une réserve foncière en cas de projet de développement futur de l'entreprise Holosolis. Enfin, une 3e partie correspond à la voirie qui sera refacturée à Holosolis. Tu me demandais quel était le prix de vente de l'ensemble. Je laisse le soin au premier vice-président de la Casque de nous le dire. Au total, cela fait 5 290 766,76 € hors taxe pour cette vente de l'ensemble de l'ensemble foncier que nous avons présenté à Holosolis. Un montant important parmi d'autres. Je rappelle qu'Holosolis prévoit d'investir à Ambar 800 millions d'euros dans le cadre de la construction de sa gigafactory qui, à terme, pourrait employer 1900 personnes chargées de réaliser 10 millions d'unités par an, soit 5 gigawatts. Alors est-ce que c'est quelque part enfin une garantie? Est-ce que la signature de cette vente des terrains est la preuve que, quoi qu'il arrive, ça va se réaliser? Quoi qu'il arrive, peut-être pas, mais c'est un bon signal qui démontre une nouvelle fois le sérieux du projet d'Holosolis, tout comme le début des procédures de recrutement pour des postes de cadre. Les personnes intéressées peuvent d'ailleurs se rapprocher de l'APEC et de France Travail pour avoir davantage d'informations à ce sujet. Mais nous n'en sommes donc qu'à un compromis de vente et il y a encore un risque que le projet n'aboutisse pas. Ce n'est bien sûr pas le scénario qu'il privilégie, mais le président de la Casque a évoqué cette possibilité. Écoutons-le. Il faut qu'on sache aussi que ce n'est jamais, et je le dis souvent, totalement acquis. Il se pourrait qu'au cours de la démarche, au cours de l'année, il y ait un événement qui fasse que, ma foi, le projet ne va pas se réaliser pour une raison X ou une raison Y. Dans ce cas-là, il faut que nous puissions récupérer nos terrains pour pouvoir trouver un autre occupant. Donc voilà. Donc ce compromis aujourd'hui existe, il est très précis et puis on va avancer jusqu'à ce que le projet soit définitivement prêt et à ce moment-là, eh bien, le terrain sera définitivement acquis par Holosolis. Donc pour le moment, encore un peu de patience, mais espérons bien sûr que ce projet aboutisse. Et puis je suppose qu'il y a d'autres points importants qui ont été évoqués et que tu veux aborder dans ta chronique. Oui, effectivement, en préambule, le président de la Casque est revenu sur un événement spectaculaire qui a frappé notre territoire lors du dernier week-end de Pentecôte, les inondations. Je vous propose de l'écouter. Je tiens donc ce soir à exprimer en notre nom à tous, et je pense que vous y adhérez, notre solidarité envers tous les sinistrés impactés par ces récentes inondations. Je sais par expérience quels moments difficiles vivent les familles dans ce genre de circonstances et je pense que vous le savez comme moi. Le président de la Casque a notamment salué le travail effectué par les sapeurs-pompiers et félicité les habitants pour la solidarité dont ils ont fait preuve. Il a rappelé l'ampleur du phénomène météorologique, l'inquiétude qu'il y a eu à un moment donné au niveau d'une digue et indiqué que des enseignements devaient être tirés suite à cette crue. Il a évoqué par exemple l'achat de matériel, la nécessité de communiquer davantage avec les autorités allemandes et celle d'investir encore plus en amont pour limiter à l'avenir l'impact des inondations. Alors, tout autre sujet, en général, les conseils communautaires font la part belle aux informations budgétaires. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup jeudi soir? Est-ce que tu as eu ta dose de chiffres? Oui, autrement j'aurais été, je pense, frustré. Il y avait 9 points qui concernaient les finances et je vais essayer de les évoquer assez rapidement. Sur ces 9 points, 6 consistaient à adopter le compte financier unique des différents budgets. Un concernait l'affectation des résultats et un autre, plus long, revient aussi annuellement. Il s'agit du rapport du commissaire aux comptes. Alors, que faut-il retenir de sa présentation ?
Alors comme en 2021 et comme en 2022, il accorde au compte de la collectivité une certification avec réserve. Je vous propose de l'écouter. C'est une certification sincère et fidèle sur l'ensemble du budget principal et des budgets annexes de la CASC, avec seulement, entre guillemets, 3 points qui sont exactement les mêmes que l'année dernière. 3 réserves donc, dont 2 qui ne relèvent pas de la CASC mais de l'État. On ne sait pas par exemple combien de taxes fiscales l'État reverse à la collectivité. C'est une première réserve. La seconde, on ne sait pas combien la CASC a d'argent disponible au Trésor à Bercy. Pour que le commissaire aux comptes puisse lever ces 2 réserves, il faudrait qu'il puisse connaître ces 2 éléments. Une dernière réserve est celle-ci du ressort de la collectivité. Il faudrait que la communauté d'agglomération inventorie l'ensemble de son patrimoine. La CASC s'y engage, mais cela prendra du temps. On va essayer de le faire progressivement, pourquoi pas. En tout cas, nous avons l'intention d'améliorer encore la pertinence de nos comptes et nous y arriverons, j'en suis convaincu. Et Guillaume, y a-t-il d'autres informations que tu voulais porter à notre connaissance? Oui, en matière d'habitat, en ce qui concerne les travaux à mener par les riverains qui habitent à côté de l'usine Ineos de Sarralbe, l'enveloppe financière initialement prévue s'avère en fait insuffisante, l'État ayant uniquement pris en compte le bâti et pas l'ensemble des logements effectifs au sein de chaque construction. Il y a donc 800 000 € à rajouter à l'enveloppe initiale. Tous les partenaires sont d'accord pour compléter le financement prévu au départ, à savoir l'État, la région, le département, la CASC, l'entreprise Ineos et les communes de Sarralbe et de Widerwald. La somme supplémentaire à apporter par la CASC s'élève à 130 000 €. Une autre information pour terminer, l'éclairage public sur l'Actizone de Grosse-Blie va être rénové pour réaliser des économies d'énergie. Et l'Actizone, c'est le secteur où est notamment implantée la ZF. Merci Guillaume pour ta synthèse globale.